Bonjour et bienvenue sur LCP pour revoir l'audition de Thomas Cazenave à l'Assemblée nationale. Il était ministre chargé des comptes publics entre juillet 2023 et septembre 2024. Les députés l'entendent pour faire le clair sur le dérapage du déficit public survenu pendant cette période. Ils veulent savoir concrètement comment de tels écarts ont pu se produire entre les prévisions officielles de Bercy et le déficit réel qui s'annonce astronomique pour 2024. Pour le comprendre, les députés de la Commission des finances se sont dotés des pouvoirs d'une commission d'enquête. Place tout de suite à cette audition attendue et très tendue. À tout à l'heure. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, je tiens d'abord à vous remercier pour votre invitation à cette commission d'enquête qui vise à rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques pour les années 2023 et 2024. Elle me paraît pour ma part bienvenue car j'ai lu, entendu beaucoup de commentaires, certains d'entre eux, il faut le dire, inexacts, voire mensongers. C'est l'occasion, grâce à l'ensemble des auditions auxquelles vous procédez, de rétablir un certain nombre de faits indispensables pour comprendre et pour éviter à l'avenir d'être confrontés de nouveau à de tels écarts. Avant de revenir plus en détail sur le déroulé des événements et donc des écarts, je souhaite au préalable partager avec vous quelques éléments de fond. Le premier concernant les écarts de prévision budgétaire, puisque c'est le cadre de votre commission d'enquête. Ça fait d'ailleurs partie de l'intitulé même, de la dénomination de cette commission d'enquête. Je souhaite rappeler ici qu'il n'y a pas eu de dérapage des dépenses de l'État. C'est un point fondamental sur lequel j'insiste. Les dépenses de l'État ont été tenues. En 2023, elles ont été inférieures de 7 milliards d'euros au budget prévu. À la fin de l'année 2024, elles seront de 6 milliards d'euros en dessous de ce qui avait été prévu dans le projet de loi de finances, selon les données inscrites par le gouvernement au PLFG. Il n'y a donc eu dans la période ni laxisme, ni fuite en avant, mais bien un pilotage exigeant de la dépense de l'État et dont l'exécution est inférieure aux prévisions. Ce que nous maîtrisions, à savoir les dépenses de l'État, nous l'avons maîtrisé. Deuxième remarque, les écarts constatés pour le déficit public en 2023 et en 2024 s'expliquent principalement par les écarts constatés sur les recettes d'une part et les dépenses des collectivités territoriales d'autre part. Pour l'année 2024, cet écart s'élève à une cinquantaine de milliards d'euros, 80% environ en raison des pertes de recettes, le solde dû au dynamisme des dépenses des collectivités territoriales. C'est donc principalement un problème d'évaluation des recettes, dans des proportions, je le dis, très importantes, qui justifient le fait que la représentation nationale s'en saisisse. Et parmi ces recettes en particulier, l'impôt sur les sociétés, qui pèse plus d'un tiers dans l'écart des prévisions, soit un peu plus de 14 milliards d'euros selon les données inscrites au PLFG. Il s'agit donc d'un problème très sérieux et la question de la robustesse de ces estimations me semble majeure pour permettre un pilotage efficace de nos finances publiques. C'est par ailleurs, comme cela a été évoqué lors des auditions, un problème que nous avons déjà rencontré, hélas, dans le passé. D'une part en écart négatif, comme en 2023, ce fut par exemple le cas en 2008 lors de la crise financière, mais également en positif, avec des écarts du même ordre de grandeur pour les années 2009, 2017, 2020, 2021. Ces écarts, d'autres pays y ont également été confrontés. En Allemagne, une perte de recettes de plus de 50 milliards d'euros est attendue sur les prochaines années. Aux États-Unis, les services fiscaux ont constaté un écart de 625 milliards de dollars entre leurs prévisions de recettes et les impôts effectivement collectés sur l'année 2023. Troisième remarque. Les travaux de la Commission permettent, de mon point de vue, de tordre le cou à l'idée qu'il y aurait eu dissimulation, manipulation, procrastination. Les auditions des services confirment que nous avons agi en transparence quand nous avons su, c'est-à-dire quand nous avions des faits correctement établis et non des premières orientations entourées d'aléas ou d'incertitudes. Dès le début de l'année 2024, sur la base d'informations solides, nous avons pris des mesures fortes. Parmi ces mesures, le décret d'annulation de 10 milliards d'euros au mois de février, j'y reviendrai, mais aussi lancé une mission de l'Inspection générale des finances pour comprendre les écarts de recettes. D'autres mesures ont été annoncées, et notamment un plan d'ajustement pour poursuivre les efforts.
Le contexte politique est cependant venu percuter la bonne mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et enfin, permettez-moi une dernière remarque. Vous êtes bien placé ici, à la Commission des finances, pour savoir combien il est difficile de réaliser des économies. C'est d'ailleurs sur ce sujet que le gouvernement de Michel Barnier a été censuré. J'ai toujours défendu que la situation était difficile et qu'il nous fallait faire des efforts partagés, État, sécurité sociale et collectivités territoriales. J'ai tenu un discours de vérité sur la situation des finances publiques et porté par conséquence des propositions d'économies et de recettes nouvelles très tôt dès le début de l'année 2024. Et même avant, dès août 2023, j'ai pour ma part publiquement annoncé la volonté de travailler sur le doublement des franchises médicales en assumant qu'on fasse des économies. J'ai porté devant vous, avec Bruno Le Maire, les fameuses coupes budgétaires du mois de février pour lesquelles nous avons été taxés de mener une politique dite d'austérité. Enfin, j'ai également porté la nécessité, avec d'autres et un certain nombre de parlementaires, de réaliser des recettes supplémentaires, avec notamment la taxe sur les rachats d'actions ou la rente des énergéticiens. Après ces remarques préliminaires, je souhaiterais maintenant revenir plus en détail sur la fin de l'exercice 2023 et l'exercice 2024, ce qui me permettra d'éclairer les travaux des rapporteurs et de répondre ainsi aux questions qui ont été soulevées ou qui m'ont été adressées. À l'automne 2023, nous sommes destinataires de notes, classiques à cette époque de l'année, sur les remontées des différents impôts. Ainsi, à titre d'illustration, une note du 9 octobre du directeur général des finances publiques nous indique des nouvelles plutôt rassurantes sur la TVA, qui serait en plus-value de 600 millions d'euros. Au 16 octobre, les remontées de la DGFiP sur les principaux impôts nous indiquent que les recettes vont être en ligne, voire légèrement supérieures aux prévisions. Les prévisions de recettes du PLFG 2023 sont d'ailleurs jugées plausibles par le Haut Conseil aux finances publiques le 27 octobre 2023. Le 30 octobre, une note sur les encaissements des principaux impôts à fin septembre met en lumière quelques écarts négatifs, non consolidés et très provisoires, qui sont d'ailleurs sans commune mesure avec les écarts qui seront finalement constatés à la fin de l'année. Le 27 novembre, une nouvelle note de la DGFiP nous informe des encaissements de TVA au 31 octobre et fait état pour la première fois d'une dégradation de 1,2 milliard d'euros en comptabilité nationale. Cette note est la première qui fait état d'un ralentissement de l'activité. Et c'est véritablement la note du 7 décembre qui marque la première alerte. Je vais m'y arrêter un instant car c'est un moment clé, y compris pour comprendre ce que nous pouvions faire ou pas à ce moment-là. Les chiffres transmis, vous le savez, je crois que vous en avez longuement débattu, sont entourés de très nombreux aléas. C'est la raison pour laquelle il est expressément recommandé par les services de ne pas communiquer à leur sujet, car ils ne sont pas suffisamment consolidés ni fiabilisés. Vous l'entendez, pas de mea culpa pour l'ex-ministre chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, qui reste sur sa ligne. Il estime qu'il n'y a pas eu de problème de dépenses de l'État en 2023 et en 2024. Il le dit franchement à la représentation nationale, tout comme Bruno Le Maire, qui a été interrogé quelques jours plus tôt par la Commission des finances. Thomas Cazenave avance ses arguments pour expliquer la dégradation des comptes publics. Retour en commission. Au 7 décembre, cette note qui pointe le risque de non-atteinte du déficit pour 2023 ne peut plus être utile. Pour l'année en cours, pourquoi ? Parce que les débats sont clos sur le PLFG qui a été promulgué, je le rappelle, le 30 novembre, donc bien avant la note du 7 décembre. Nous ne pouvons pas agir non plus sur le PLF 2024, c'est une question qui m'est posée. En effet, d'abord, cette note ne comporte pas d'éléments chiffrés sur l'année 2024, et donc pas d'éléments à intégrer à ce stade dans le PLF. Par ailleurs, je me permets de citer le rapport interadministration remis au début du mois de juillet sur cette question précise. Il est détaillé que, j'ouvre les guillemets, compte tenu des incertitudes pesant sur les évaluations à ce moment de l'année et du calendrier d'adoption du PLF 2024, ainsi que de l'ampleur des travaux nécessaires pour en tirer les conséquences sur 2024, une analyse chiffrée, robuste et étayée de leurs éventuels effets sur les prévisions 2024 inscrits au PLF n'a pu être menée. C'est les administrations
qui l'écrivent noir sur blanc et qui rejoignent en ce sens le rapport de l'Inspection générale des finances qui ne dit pas autre chose. Deux sources différentes, parfaitement concordantes sur les conditions de non prise en compte en 2024 de cette note dite du 7 décembre. Comme l'a indiqué également lors de vos auditions la directrice du budget, modifier un article d'équilibre à partir de prévisions nouvelles n'implique pas seulement de rentrer un nouveau chiffre, cela implique de revoir toute la copie budgétaire et le 7 décembre, ce n'était plus possible. L'IGF insistant notamment sur l'aléa important qui existe à ce moment-là. Avec cette note du 7 décembre, nous sommes, avec Bruno Le Maire, en présence, il est vrai, d'une information sur un risque. Et alors, nous informons la Première ministre de ce risque et de la nécessité d'en faire un sujet prioritaire et de prendre des mesures fortes. Je n'ai pour ma part, mes chers collègues, pas compris l'émoi suscité chez certains de l'envoi de ce courrier. C'est le fonctionnement classique du travail gouvernemental. Nous devons nous préparer à prendre le moment venu de nouvelles décisions, et c'est d'ailleurs ce qui sera fait dès le début de l'année 2024. Le 16 février, les services de Bercy établissent les budgets économiques d'hiver, très classiquement, toujours à la même période. Et nous avons alors, à ce moment-là, la connaissance précise de l'ampleur de la dégradation de la fin de l'année 2023 et des premières conséquences pour l'année 2024 et même des suivantes. La réaction est immédiate, avec la prise d'un décret d'annulation de 10 milliards d'euros, je l'ai déjà évoqué, qui est publié le 21 février. Cette réaction était, à mon avis, la plus appropriée, car c'est celle qui permettait d'agir le plus vite. Au-delà même des 5 milliards d'euros sur la taxe sur l'électricité actée par Bruno Le Maire dès le mois de janvier et des 10 milliards sur le décret d'annulation, nous travaillons à un plan de plus de 10 milliards d'efforts supplémentaires pour contenir l'effet de la perte de recettes de 2023 sur 2024, qui est estimée à un peu plus d'une vingtaine de milliards d'euros à ce moment-là. Ces mesures reposent sur des efforts supplémentaires de la part de l'État, sur des recettes nouvelles, je l'ai évoqué, mais aussi sur des mesures à prendre dans le champ réglementaire, par exemple indemnités journalières, mesures dans le champ de la santé, caisse de retraite des agents publics territoriaux, pour ne citer que. Notre action a donc été immédiate et d'autre part cohérente avec l'impact estimé de la chute des recettes sur notre trajectoire. Au moment du programme de stabilité, nous sommes en avril, nous intégrons la nouvelle hypothèse de croissance, ramenée en février de 1,4% à 1% par Bruno Le Maire. Et nous intégrons l'impact des écarts de recettes que j'évoquais il y a un instant. C'est ainsi qu'un nouvel objectif de déficit public est arrêté à 5,1%. Un objectif alors qui nous paraît accessible en mettant en œuvre l'intégralité du plan de redressement que nous avons bâti. Au moment des budgets économiques d'été, au mois de juillet, là aussi tout à fait classique, les services procèdent à deux nouvelles actualisations. Une nouvelle perte de recettes de 5,6 milliards d'euros et la dynamique des dépenses des collectivités territoriales. Pour la première fois, au regard des premières remontées, notamment des votes des budgets primitifs, le Trésor ajuste à la hausse de 4 milliards d'euros supplémentaires les dépenses des collectivités pour tenir compte du premier objectif de dépassement de l'objectif de la loi de programmation des finances publiques. Nous continuons donc alors à agir, mais dans la limite de nos prérogatives de ministres démissionnaires. Nous procédons alors à un gel important des crédits en portant la réserve de précaution à 16,5 milliards d'euros pour permettre au prochain gouvernement d'annuler en fin d'année, lors du projet de loi de fin de gestion, des crédits et ainsi tenir nos objectifs. Nous poursuivons la préparation de mesures en recettes à intégrer au PLF 2025. Je pense notamment à la taxe sur les rachats d'actions et la taxe sur les énergéticiens. Et nous préparons également un budget avec 15 milliards d'euros d'économies en dépenses dans le champ de l'État, dans le cadre des lettres plafonds envoyées par le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. Enfin, quelques jours avant de quitter nos fonctions avec Bruno Le Maire, et alors que Michel Barnier est déjà Premier ministre, nous recevons le 11 septembre une note d'actualisation qui fait état de nouveaux écarts très importants. D'une part, une nouvelle perte de recettes de l'ordre de 9 milliards d'euros, à peine un mois après la dernière prévision de recettes lors des budgets économiques d'été, et qui porte ainsi à plus de 40 milliards les pertes de recettes qui auront été révisées à 3 reprises. D'autre part, une dynamique très importante des dépenses des collectivités territoriales, dans le cadre des premières remontées comptables, désormais de la DGFiP. À la date du 11 septembre,
l'estimation des services fait état d'un écart de 16 milliards d'euros en dépenses supplémentaires pour les collectivités territoriales, soit environ 0,5 points de déficit public supplémentaire. Là-dessus, je m'arrête un instant parce que ça fait l'objet de vos échanges et des questions qui m'ont été adressées par les rapporteurs sur les hypothèses qui avaient été retenues lors de la présentation du programme de stabilité. Il avait été retenu en dépenses de fonctionnement pour les collectivités territoriales une progression de 1,8%. L'inflation, moins 0,5%, et j'y reviendrai, et en dépenses d'investissement, 7,8%, pour tenir compte précisément du cycle électoral. Concernant les dépenses de fonctionnement, nous avons pris strictement l'objectif fixé dans la loi de programmation des finances publiques. C'était un objectif non contraignant, mais qui a été partagé et assumé vis-à-vis des élus et publiquement et discuté lors du Haut Conseil aux finances publiques locales. C'est un choix inscrit dans la loi. Et il ne me semblait pas, pour ma part, possible de prendre une hypothèse différente de celle qui était inscrite dans la loi. Par ailleurs, nous n'avions pas de raison de penser a priori qu'en faisant le choix de la confiance et non de la coercition, ce qui était une demande répétée des associations d'élus, je le dis, que nous n'atteindrions pas cet objectif, qui traduisait au fond la nécessité d'efforts partagés après le quoi qu'il en coûte. À compter du 11 septembre, alors même que les dépenses de l'État sont tenues, je le rappelle, ces deux nouveaux dérapages nous laissaient penser que l'objectif de 5,1% n'était plus possible, même en prenant toutes les mesures législatives et réglementaires sur lesquelles nous avions travaillé. Il était possible de terminer l'année avec un déficit que nous avions estimé autour de 5,5%. Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, ce fut un peu long, mais il me semblait utile pour vos travaux de revenir précisément sur cet enchaînement. Et avant de conclure, je voudrais insister sur 3 points. Le premier point, comme vous avez pu le constater, je crois, lors des différentes auditions, quand les informations solides ont été connues, elles ont été partagées. Et en particulier, j'insiste, avec le Parlement. Dès le mois de février, j'ai pour ma part, comme Bruno Le Maire, passé plus de 20 heures en audition à l'Assemblée et au Sénat, devant les commissions des finances des deux chambres, sans compter la mission d'information du Sénat. D'autre part, dès que les constats sur les recettes, puis les dépenses des collectivités ont été posés, nous avons agi à chaque étape en fonction des leviers qui étaient à notre disposition compte tenu du contexte politique. Et enfin, je considère que nous avons rencontré un problème très sérieux d'estimation des recettes, dont nous devons tirer toutes les conséquences à l'avenir pour nous prémunir de ces écarts dans les années qui viennent. Ces écarts proviennent, en toute hypothèse, de difficultés à correctement estimer les recettes en sortie de crise. Le rapport de l'IGF de juillet esquissait quelques pistes opérationnelles, le Sénat aussi d'ailleurs dans le cadre de sa mission d'information. Mais de mon point de vue, il faut aller plus loin dans l'instruction et regarder de plus près les modèles sous-jacents aux prévisions de recettes et la prise en compte des contextes de sortie de crise. Alors cette audition de Thomas Cazenave est menée par 3 hommes, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, mais aussi les 2 rapporteurs, Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre. Autant vous dire que ces 3 hommes attendent des réponses précises. Cela donne quelques moments de tension. Vous me dites que en fin 2023, à aucun moment l'hypothèse d'une réduction de l'épargne des ménages au point n'a été estimée plausible. Et je vais vous répondre d'abord sur votre première interpellation. Moi, je regarde l'objet de la commission d'enquête, Monsieur le Président. Attendez, l'objet de la commission d'enquête, je vous réponds. Les causes peuvent être politiques je comme vous techniques. réponds. Donc je ne vous demande pas de limiter si vous me laissez les vous questions répondre. qui sont posées. Non. Donc, je vais vous répondre. Je vous demande de répondre aux questions qu'on vous Oui, mais pose. je vais vous répondre et je vais commencer par vous dire que j'ai bien regardé l'intitulé de la commission d'enquête. La commission d'enquête, c'est rechercher les causes de la variation et des écarts des prévisions fiscales et budgétaires des administrations publiques. Si je vous dis que 80% des écarts sont parfaitement externes et que ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'inspection des finances, pardon de vous rappeler un certain nombre de faits. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi, la commission d'enquête, ce n'est pas étudier et rechercher les causes techniques de la variation des écarts. Voilà, donc c'est à nous de considérer les raisons de cet écart. Et par exemple, si je pense que dans les raisons de cet écart, au moment où vous faites ce que nous avons été d'ailleurs plusieurs à souligner à ce moment-là, le PSTAB et le PFP, il y a des surestimations de vos résultats économiques pour le juger qui expliquent qu'après, il y a des écarts à l'arrivée. Ça fait partie de la commission d'enquête pour le juger. Et je pense même d'ailleurs que c'est à mon avis plus important que, par exemple, des dissimulations qui ont pu être dites, etc., qui ne sont pas
le cas dans lequel je fais, mais moi, je m'intéresse aux raisons politiques pour lesquelles vous avez surestimé le point de départ. Je pense donc que ça fait partie de la commission d'enquête, et je vous remercierai du coup de répondre aux questions qu'on vous pose. Voilà, non, c'est pas ce que vous avez fait. Donc, vous avez dit, c'est mes réponses. Écoutez, bon, c'est bon. Vous avez dit que, et je suis content de l'entendre parce qu'effectivement c'est ce que je crois depuis longtemps, que la question n'était pas un dérapage des dépenses de l'État, et notamment puisque même par rapport au PIB, en réalité, elle baisse depuis 2017, mais un écart des recettes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, dans les rectifications que vous avez pu être amené à faire en 2024, dès par exemple l'annulation des crédits qui ont été proposés pour janvier, et même ce qui a été gelé comme crédit au cas où pour la suite, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, vu qu'il y a un problème de recettes, il faut agir de manière plus importante sur les recettes, ou pour vous, les choses étaient claires qu'à partir du moment où il y a un problème de recettes, il fallait baisser les dépenses, dont vous avez dit par ailleurs qu'elles n'avaient pas dérapé? Est-ce que c'est une interrogation que vous avez eue? Oui, en deux temps. On a agi sur les dépenses de l'État pour agir immédiatement. C'est le fameux décret d'annulation de 10 milliards d'euros. Et quand on a vu la situation se dégrader, on a mis sur la table des pistes de recettes supplémentaires. Je l'ai évoqué dans mon propos introductif. Il y en a deux au moins qui a fait d'ailleurs l'objet de travaux de parlementaires, ici, qui avaient été lancés par Gabriel Attal, alors Premier ministre. Je pense à la taxation des énergéticiens, je pense à la taxation des rachats d'actions. Donc il n'y avait pas de tabou, j'allais dire. Il y avait la construction d'un plan d'ajustement nous permettant de tenir nos objectifs au regard des pertes de recettes constatées. D'accord. Donc, vous dites que vous avez réfléchi à ça, etc. Il y a eu, vous le savez, tout un débat, et notamment Bruno Le Maire l'avait porté de manière publique, sur la nécessité très rapidement de faire un projet de loi de finances rectificative. Alors, l'idée à l'époque du côté de Bruno Le Maire, c'était plutôt de permettre plus de baisse des dépenses, mais ça impliquait aussi qu'on pouvait toucher sur les recettes. Quelle était votre position, vous, sur ces discussions qui ont eu lieu, notamment entre manifestement Bruno Le Maire, Gabriel Attal et autres? Vous pensiez quoi? J'ai dit à un moment publiquement que j'étais favorable à un PLFR. Mais je vais vous dire, je pense que ce n'est pas la question première. La question première, quand vous faites face à une perte très importante de recettes et que vous devez corriger la trajectoire, c'est d'abord quel est l'objectif que vous vous fixez. On a arrêté un objectif à 5,1. Et après, vous dites comment j'atteins mon objectif à 5,1 et quels sont les leviers qui me permettent d'atteindre cet objectif. Et là, il y a deux options possibles, deux chemins possibles qui permettent d'atteindre d'ailleurs le même objectif, soit le PLFR, soit d'autres leviers multiples à actionner. Le premier, c'est le volet réglementaire. On l'a dit, décret d'annulation. D'autre part, piloter la sous-exécution en fin d'année des dépenses de l'État pour permettre en PLFG d'annuler davantage de dépenses de l'État. Troisième levier, des mesures fiscales rétroactives pour 2024 à insérer dans le PLF 2025. Et enfin, des mesures réglementaires. Ce plan d'action qui reposait au fond sur 4 leviers nous permettait d'atteindre le 5,1%. Et donc, c'était un chemin crédible pour atteindre l'objectif que nous étions fixés. D'accord. Donc, mais je reviens sur la question. Vous, au moment où il y a eu cette discussion sur le PLFR, vous étiez du côté de Bruno Le Maire pour estimer que c'était quand même préférable. J'ai exprimé à un moment le fait qu'il me semblait nécessaire d'avoir un PLFR, mais je redis ici que le sujet, c'est pas tant le PLFR sur mais c'est quel objectif de déficit public et qu'est-ce que vous mettez dans vos textes, d'une part. D'autre part, partageons ensemble que le choix des mesures réglementaires était des mesures rapides et sécurisées et qu'il y avait aussi autour d'un PLFR, parce que les mêmes qui nous demandaient de bâtir un PLFR, pas sûr qu'ils étaient prêts à le voter, pas sûr qu'on était capable de l'amener jusqu'au bout. Et donc on a sécurisé avec un plan d'action qui nous permettait d'atteindre exactement le même objectif, peut-être en prenant moins de risques.
Bien, ma deuxième question porte sur une des raisons des écarts que vous avez donnés lors de votre audition au Sénat. Vous avez avancé que la dégradation de 2024 s'expliquait à 75% par de mauvaises prévisions, 25% par le dynamisme des dépenses des collectivités. Lors de votre dernière audition par cette commission, vous aviez effectivement affirmé que les dépenses des collectivités avaient dérapé de 16 milliards d'euros. Pourtant, lors de son audition par cette commission d'enquête, la Direction générale des collectivités locales, Mme Cécile Raquin, nous indiquait qu'il ne s'agissait que d'une extrapolation de données disponibles en juillet 2024 et a présenté les réserves méthodologiques sur cette prévision qu'elle vous avait d'ailleurs présentée de manière beaucoup plus précise dans sa lettre datée du 24 septembre, indiquant notamment qu'on ne pouvait tenir les collectivités responsables de l'augmentation de ces déficits. Cette estimation présente effectivement un niveau d'imprécision important et conduit à surévaluer les dépenses. La même Cécile Raquin estime qu'au final, pour l'instant, on en est à 7 milliards en réalité de déficit. Nous ne pouvons donc pas conclure que la dégradation du déficit annoncé à ce moment-là était exagérée, que la prévision manquait de robustesse. Alors permettez-moi de vous dire que quand je m'exprime sur la base des données dont je dispose. Et donc je me permets de vous référer à la note du 11 septembre 2024, note pour les ministres envoyée par la Direction générale du Trésor, qui actualise la prévision de solde public à fin août 2024. Je vous permets de vous rapporter à la page 2, qui permet sur la base des remontées comptables connues à fin juillet, par la Direction générale des finances publiques. C'est les dépenses réelles des collectivités territoriales qui mettent en avant un dérapage, d'une certaine manière, par rapport aux hypothèses sous-jacentes que nous avions retenues des dépenses des collectivités territoriales. Et je cite, ouvrez les guillemets, « Au total, les dépenses locales seraient supérieures de 16 milliards d'euros aux cibles retenues dans le programme de stabilité, en l'absence, on y reviendra peut-être, de mécanismes de contrôle. La prévision, et ça c'est normal, annuelle reste toutefois incertaine, les données étant arrêtées fin juillet. » Donc, au moment où je m'exprime, la seule donnée dont je dispose, c'est effectivement les extrapolations à partir des données de fin juillet. Je vous invite à regarder les travaux du Trésor qui montrent que, année après année, en s'appuyant sur les données fin juillet, ils arrivent plus ou moins à estimer le point d'atterrissage. Et donc, on constate un écart de 16 milliards d'euros à date sur l'atterrissage des dépenses des collectivités. Si je mets ça au regard d'une quarantaine de milliards d'euros de moindres recettes, ça fait effectivement entre un quart et 20% de l'écart de déficit public qui est dû à cet excès de dépenses des collectivités locales par rapport à nos hypothèses. Et je le redis, je m'appuie sur les données qui étaient en ma possession, parfaitement publiques et connues de tous désormais dans la note du 11 septembre 2024. Mais donc rétrospectivement, vu qu'on va être à peu près à la moitié seulement du chiffre annoncé, est-ce que vous pensez que c'était exagéré ? Écoutez, les informations dont je dispose désormais nouvelles comme membre de la commission des finances, c'est l'examen du projet de loi de fin de gestion. Il me semble que dans le projet de loi de fin de gestion, il n'a pas été retenu 16 milliards, mais quelque chose autour de 13 ou 14 milliards d'euros. Donc une grosse dizaine de milliards d'euros, ce qui, je le redis, pèse à la fin sur l'atteinte ou non de notre objectif de déficit. Écoutez, Cécile Raquin, hier, me parlait de 7 milliards, donc on confrontera. Non, je ne parle pas des 15,5 annoncés à la moitié de l'année, je parle du résultat à la fin de l'année. Voilà. Non, elle a parlé des 15,5 annoncés au milieu de l'année. Hier, je lui ai reposé la question hier soir, donc on le reposera par écrit si vous voulez, etc., où elle me dit que le chiffre serait plutôt autour de 7 milliards. Donc voilà, je donne l'info, on pourra le demander comme ça. Bien, mais est-ce que du coup, monsieur le ministre, un peu comme la question que je vous posais tout à l'heure sur la surestimation peut-être du point de départ, de ce qui était annoncé dans le PFP PSTAB, au regard de ce que vous aviez, au regard aussi de ce qui remontait des collectivités sur les effets, par exemple, de la non-indexation de la DGF et de ce qu'ils ressentaient, est-ce que vous ne pensez pas que la contribution que vous aviez imaginée de 0,5 points, si je me rappelle bien, d'économie apportée par les collectivités était trop optimiste ? Je crois que c'est pas... Là, pour le coup, cette hypothèse, elle traduit un choix politique d'efforts partagés. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, après le quoi qu'il en coûte, tout le monde doit faire des efforts, l'État, la sécurité sociale, les collectivités. Comment s'est traduit le choix de participation des collectivités à cet effort de redressement des comptes? C'est-à-dire, on vous demande, c'est très important de se le redire ici, non pas de baisser la dépense, mais que la dépense progresse un peu moins vite que l'inflation, de 0,5. Et c'est le choix qu'on a fait plutôt que reprendre
un mécanisme connu par le passé, un mécanisme plus coercitif, qui était les contrats de Cahors, en disant, c'est une forme de pacte de confiance, on a les finances publiques en partage, et on vous demande d'y contribuer de cette manière-là. Explicité très tôt, annoncé publiquement, débattu au Conseil aux finances publiques locales. Je pense que c'est une bonne méthode qui repose sur la confiance. Et comme je le disais dans mon propos introductif, je n'ai pas de raison de penser a priori que les collectivités refuseraient de participer à cet effort collectif. Il n'y a pas de raison a priori. Et manifestement, sans mécanisme coercitif, on s'est très largement éloigné de cet objectif-là, puisqu'elles n'ont pas fait inflation moins 0,5, 1,8. Je rappelle qu'elles ont fait, dans les derniers chiffres dont je disposais, c'était une augmentation de 7% des dépenses de fonctionnement et près de 15% des dépenses d'investissement. Donc voilà, mais partageons ensemble que comment voulez-vous qu'on prenne une hypothèse différente de la loi de programmation des finances publiques une fois qu'on l'a choisie? Ça me paraît très difficile. Mais après, j'assume, et là je pense que c'est normal, que la traduction de l'effort des collectivités au redressement des finances publiques s'est traduite par cette hypothèse-là dans la loi de programmation. Mais après, une fois qu'on a la loi de programmation, je ne vois pas comment on peut s'en éloigner. D'accord, mais pour revenir à notre discussion de départ, l'établissement de ce qu'il y avait dans le LPFP et du PSTAB est bien une estimation d'économie, d'une estimation économique, c'est pas juste technique. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre les chiffres qui, à l'époque, ont été contestés par certains et même jugées incertaines par le LCFP, c'est bien un positionnement politique qui est normal d'ailleurs, puisque vous êtes ministre par rapport à ça. Et donc on peut estimer que le point de départ était, de ce point de vue-là, plus qu'optimiste, qui explique après que l'écart était si important. Avant-dernière question, il est assez étonnant, je suis toujours même sur le même thème, parce que j'étais un peu étonné, parce que lorsque votre administration vous transmet des prévisions de dégradation des recettes le 30 octobre 2023, le 27 novembre, le 1er décembre, le 7 décembre 2023, le 24 janvier 2024 ou encore le 16 février 2024, vous jugez à ce moment-là qu'il ne faut pas communiquer sur les variations en cours et qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour redresser le niveau des prélèvements obligatoires. Je ne parle pas des dépenses. En revanche, moi, ce qui m'étonne, c'est que lorsque votre administration, je parle toujours notamment de ce courrier du 24 septembre, établit une prévision avec des fortes réserves méthodologiques, là, vous en faites une publicité directe. Qu'est-ce qui a pu expliquer que dans un cas, il n'y a pas de traduction de ce qui vous remontait et dans l'autre, par contre, on prend pour argent comptant et on annonce publiquement un déficit de près de 16 milliards, alors même que la méthodologie par vos services était indiquée comme incertaine? Est-ce que vous pourriez préciser de quelle note du 24 septembre? Je n'ai pas compris quel était le point auquel vous faisiez référence. Je vais vous retrouver la lettre. Je parle de la lettre du 24 septembre qui a été adressée par Madame... Comment? Non, si, c'est le 24. Par Madame Raquin au ministre. Alors attendez, parce que du coup... Ah, vous n'étiez plus là, d'accord. Donc, bon, enfin, les chiffres des 16 milliards, c'est bien vous qui, à un moment donné, les avez produits. Et manifestement, de ce point de vue-là, il y avait quand même quelque chose qui était, pour le coup, une extrapolation incertaine. Donc ma question, c'est pourquoi là-dessus on communique et par contre on ne communique pas sur le reste? Quel est ce décalage entre les deux? Pardonnez-moi, en plus comme on est sous un format commission d'enquête, je veux juste savoir de quoi on parle. La note du 24 septembre adressée à qui? Est-ce que j'ai reçu une note 26, le 26 septembre, il faudrait que je vérifie si j'étais toujours ministre le 26 septembre. D'accord. Mais n'empêche, il y a bien eu une communication sur ces 16 milliards par vous-même qui était une extrapolation, encore une fois avec... des notes méthodologiques incertaines. Je vais demander à mes collaborateurs de me renvoyer le courrier. Mais sur ce dernier point... Donc, sur le fait que, dans un cas, on communique tout de suite sur un chiffre très précis qui, évidemment, permet notamment, parce que quelque part, de placer la responsabilité, non pas sur votre politique, mais finalement sur les collectivités. De l'autre cas, quand on vous remonte quand vos services vous remontent des choses qui contreviennent à vos estimations de déficit, là, vous ne communiquez pas. Bruno Le Maire l'a assumé l'autre jour, pour des raisons... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, dans un cas, il y a une communication immédiate et pas dans l'autre cas, quoi. Mais dans l'autre cas, Monsieur le Président, moi, je ne me demandais pas de commenter une note que je n'ai pas reçue. Je n'étais plus ministre, manifestement. En fait, hypothèse, moi, j'ai plus ministre le 21 septembre. S'il y a un courrier envoyé par Mme Raquin au ministre le 22, 23, 24 ou 26 septembre, je n'en ai pas connaissance. Elle n'est pas dans mon dossier. J'ai essayé de faire les choses de manière exhaustive devant vous. Et bon. Après, et de manière rigoureuse, après ma note du 11 septembre qui dit « Attention, impact des dépenses des collectivités à hauteur de 16 milliards ». Mais quand je me présente devant vous, je crois que c'est une audition, vous aviez convoqué, nous avez mis des démissionnaires.
j'ai donné les informations qui étaient en ma possession. Et si je ne l'avais pas fait, on dit vous ne donnez pas les informations à l'Assemblée nationale. Honnêtement, j'ai toujours essayé d'être le plus précis possible dans mes réponses. Et donc, quand on me pose la question comment ça se fait qu'il y a un écart déficit public, je vous dis il y a deux choses. Il y a des écarts de recettes et il y a des dépenses des collectivités territoriales supérieures à celles attendues. Et les informations dont je dispose au moment où je suis auditionné, c'est ce chiffre de 16 milliards. Et pardon, Monsieur le Président, ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. J'ai toujours essayé d'être précis sur les écarts. J'ai jamais dit les élus locaux sont des mauvais gestionnaires. Je dis je constate juste que l'impact des dépenses supplémentaires des collectivités territoriales pèse sur le déficit public. On peut expliquer les raisons. Je n'ai jamais dit que ce sont des mauvais gestionnaires, mais regardons la réalité en face. On ne peut pas dire que la forte progression du besoin de financement, parce qu'on préfère dire ça plutôt que déficit des collectivités territoriales, si j'ai bien compris, pèse sur le déficit public. Voilà tout. Et après, on peut avoir un débat en disant mais pourquoi? Est-ce qu'on leur a trop transféré de charges? Est-ce que c'est la revalorisation du point d'indice? Est-ce que c'est énorme? C'est un débat légitime. Mais pour avoir un débat légitime, faut-il encore s'entendre sur la réalité des chiffres? Et la réalité des chiffres, c'est que l'écart de déficit public est à 75-80% sur des problèmes de recettes et l'autre sur des augmentations de dépenses des collectivités territoriales. Et donc, quand je m'exprime devant vous et que je donne ce chiffre de 16 milliards, Monsieur le Président, j'ai l'impression aussi que je suis, dans ma responsabilité de ministre, comptable devant le Parlement et dans une exigence de transparence devant lui. Et qu'à contrario, si je n'avais pas donné ce chiffre-là, on me l'aurait reproché en disant « je ne comprends pas, vous aviez une note devant vous et vous n'avez pas voulu partager avec la représentation nationale tous les éléments qui étaient à votre disposition ». Je n'ai pas dit que les élus sont de mauvais gestionnaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez construit la trajectoire. Alors, pour être précis, et parce que c'est normal que je vous en sois redevable, puisque j'ai cité un courrier. Ce courrier était envoyé à Mme Vautrin, pas à vous. Par contre, ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est que les 16 milliards, c'est un chiffre que vous avez utilisé. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, les réserves méthodologiques ont été exprimées à Mme Vautrin? Est-ce que vous, personne ne vous en a parlé, personne ne vous a évoqué le fait que ces 16 milliards étaient à prendre avec plus que des précautions? Je l'ai dit, monsieur le Président, quand on estait... L'exercice des services de Bercy, notamment pour les prévisions de déficit, c'est s'appuyer sur des données dont on dispose à une date donnée, par exemple sur les remontées d'impôts, de dépenses, et d'essayer de trouver le point d'atterrissage. Ce point d'atterrissage des dépenses des collectivités territoriales, c'est un exercice, j'ai devant moi par exemple les données qui avaient été fournies par la direction du Trésor en appui de cette note, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde d'année en année, est-ce que les dépenses à fin juillet permettent de bien modéliser la fin d'année? Et ils y arrivent relativement bien. Donc voilà, donc ils se sont appuyés dessus. Ce n'est pas moi qui ai construit ce chiffre-là. Et on verra effectivement si en fin d'année, on est très loin ou pas de l'exercice. Mais moi, j'ai eu l'impression d'être à la fois, et d'ailleurs, ce n'est pas l'impression, d'être dans la transparence la plus totale avec le Parlement et prendre toujours les réserves qu'il fallait. Mais on ne peut pas non plus cacher la réalité quand elle est là devant nous et que les collectivités territoriales, sans expliquer que c'est des mauvais gestionnaires, bien sûr, pèsent par leurs dépenses sur le déficit public. On a les finances publiques en partage. Il faut qu'on le garde en tête quand même. D'accord. Une dernière question. Les gouvernements qui vous a succédé dans les estimations et notamment dans les économies à faire pour 2025 a estimé un chiffre potentiel de déficit. Alors la politique a changé, hein, mais en tout cas en croissance naturelle de 7,1%. Est-ce qu'au moment où 7,1%, c'est le chiffre. Est-ce qu'au moment où ce chiffre a été annoncé, vous l'avez jugé comment de votre côté, en fonction de ce que vous aviez? D'abord, j'ai été très surpris qu'on utilise ce type de chiffre. Je ne comprends pas, pardonnez-moi de le dire, il y a des exercices très classiques faits par les services de Bercy qui vous expliquent, qui vous mettent devant les yeux en disant, ben voilà, si vous ne faites rien, voilà comment ça évolue. Bon, mais je ne connais pas un gouvernement qui ne fait rien, qui ne prendrait aucune mesure en dépenses ou en recettes. Nous avons nous-mêmes préparé un projet de budget que nous avons, dans le cadre des lettres plafonds transmis à chacun des ministres, c'est le Premier ministre, qui avait déjà 15 milliards d'euros d'économies. Nous avions bâti, commencé à bâtir. Donc, ce chiffre-là n'existe pas, en fait. Il existerait dans un monde dans lequel tout le monde lèverait le crayon et on laisserait tout dériver.
Mais d'abord, ça n'a jamais été notre état d'esprit. Je pense qu'on l'a démontré avec Bruno Le Maire, qu'on a toujours attaqué ce sujet-là, y compris avec le risque de l'impopularité, y compris avec l'augmentation de la taxe sur l'électricité, y compris avec les coupes budgétaires que tout le monde nous a reprochées, y compris avec les lettres plafond, où on disait ah, vous coupez dans les services publics et tout ça. Donc on a assumé ça. Donc ce chiffre-là, je le conteste dans la mesure où il n'existe pas. C'est un chiffre théorique, classique de construction budgétaire. Alors, à votre avis, pourquoi il a été utilisé? Écoutez, moi, je suis là pour répondre de mes décisions. Il faut demander à celles et ceux qui l'ont utilisé pourquoi ils l'ont utilisé. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. D'accord. Donc, on a compris que vous n'auriez pas utilisé ce chiffre et que d'habitude, vous ne les utilisiez pas. Et que, donc, manifestement, c'est un chiffre surestimé pour vous. C'est ce que j'en tire comme conclusion. Monsieur Ciotti. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Merci, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En vous écoutant, avant d'évoquer des points plus techniques, j'ai une réflexion qui me vient. Nous avons écouté Bruno Le Maire qui a eu devant nous une stratégie extrêmement caricaturale de dire finalement tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. La faute revient aux parlementaires. Qui êtes-vous pour nous juger? Nous avons tout fait parfaitement. La dégradation de la situation, c'est vous, ce sont les parlementaires. OK. Vous adoptez une posture différente. Globalement, je le dis, et vous m'en excuserez peut-être à gros traits, mais vous nous dites 80% de l'écart provient de mauvaises prévisions, donc responsabilité des services placés sous votre autorité, et 20% provient en gros de la gestion. Vous ne parlez pas de mauvaise gestion, vous venez de le dire, mais enfin, c'est subliminal, des collectivités locales qui ont dérapé. Donc, globalement, ce que vous avez fait ne soulève aucune interrogation, encore moins aucune critique. J'ai envie de vous poser, ça va paraître peut-être déconnecté, mais est-ce que pour vous, l'humilité constitue une vertu en politique? Bon, écoutez, monsieur le rapporteur, moi j'essaie, après que si mes réponses ne vous satisfaisent pas, parce que, je ne sais pas, vous cherchez d'autres réponses, j'essaie d'être précis, argumenté. Et j'essaie de vous décrire la réalité. La réalité, c'est que l'écart repose à 80% sur un problème d'estimation de recettes. Monsieur le rapporteur, je vous ai expliqué que cette réévaluation des recettes s'est faite à 3 reprises. Je ne vous l'ai pas caché, je vous l'explique. Et je vous explique que c'est un problème. Et je ne, comment dirais-je, je n'évite pas ma responsabilité. À la fin, on défend un projet de loi de finances. Devant vous, on prend les chiffres qui nous sont amenés. Bien sûr qu'on assume cette responsabilité. Mais, monsieur le rapporteur, je n'ai pas d'autres éléments à apporter que la réalité telle qu'elle nous l'avons vécue. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Et je récuse votre insinuation, monsieur le rapporteur. Je ne dis pas que les élus locaux sont des mauvais gestionnaires. Je dis que, comptablement, 20% de l'écart, c'est parce qu'il y a des dynamiques de dépenses des collectivités territoriales très supérieures à ce qui était prévu. C'est la stricte réalité. Voilà. Et par contre, et ça, vous ne l'avez pas dit dans votre propos introductif, et ça, moi, je pense qu'il faut s'en féliciter, ce que nous maîtrisions complètement, monsieur le rapporteur, c'est les dépenses de l'État. Et les dépenses de l'État, elles ont baissé en 2023. Les dépenses de l'État, elles ont baissé en 2024. Ce dont nous avions la parfaite maîtrise, les dépenses de l'État, nous l'avons tenu. Voilà. Alors, justement, monsieur le ministre, je voulais... j'évoquerai à la fin le cadrage que vous pouviez opérer avec le ministre de l'économie auprès duquel vous étiez délégué. Mais je voudrais vous interroger sur une note. Vous nous avez fait tout à l'heure la chronologie des notes et en indiquant que les premières notes d'alerte en 2023, évoquant une dégradation des recettes, la première intervient le 30 octobre. Or,
nous avons une note du 11 juillet 2023 que le ministre de l'économie nous a dit ne pas avoir eu connaissance, qui est adressée au ministre, qui est signée par Emmanuel Moulin, directeur général du Trésor, le 11 juillet 2023, qui évoque la dégradation du solde public de 5,2% du PIB en 2023, contre respectivement 4,9%. Donc, il y a une première note d'alerte. Bruno Le Maire nous a dit n'en avoir jamais eu connaissance, que nous avons en possession. Ça change la chronologie que vous avez évoquée. Ce que ça veut dire que cette note intervient quelques jours après le deuxième tour des élections législatives, après la période électorale. Vous avez évoqué tout à l'heure dans vos propos que le calendrier électoral avait percuté le calendrier budgétaire, j'en conviens, mais c'est peut-être une des explications qui nous conduit à voir cette commission. Pourquoi ne pas avoir évoqué cette note, d'autant que cette note, elle évoque ensuite, dans la dégradation de ce solde public, 5,2 au lieu de 4,9, dès juillet, elle évoque des explications, elle cite des explications, la dégradation de l'environnement macroéconomique sur les recettes. Donc, il y a l'explication que vous portez sur les recettes, que nous entendons notamment sur une baisse de l'IS dont les recettes seraient moins élevées que prévu, d'environ 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Donc, dès juillet, il y a quand même cette alerte que vous n'évoquez pas. Et je m'étonne que ni Bruno Le Maire ni vous n'évoquiez cette situation. La chronologie est extrêmement importante, puisque vous auriez pu, sur ces bases, modifier le projet de loi de finances pour 2024. Vous évoquez dans la chronologie des notes l'impossibilité du fait des alertes tardives et du fait que le projet de loi de fin de gestion a été promulgué, de ne pouvoir modifier le projet de loi de finances pour 2024. Mais dès le 11 juillet 2023, vous avez cette alerte. Et je m'étonne que devant notre commission, ni vous, ni Bruno Le Maire n'évoquez cette note, qui pour moi me paraît extrêmement importante. Pourquoi vous n'évoquez pas cette note, monsieur le ministre? Pour une raison simple, monsieur le rapporteur, je n'en ai pas été destinataire. Le 11 juillet, je n'étais pas ministre des Comptes publics. Donc je ne peux pas commenter cette note dont je n'ai pas connaissance. Et est-ce que vous trouvez normal que le ministre de l'économie ne l'évoque pas? Je n'ai pas encore une fois à commenter une période dans laquelle je n'étais pas ministre des Comptes publics. Le 11 juillet, je n'étais pas ministre des Comptes publics. Et quand vous devenez ministre le 22 juillet, donc quelques jours après, j'imagine que votre prédécesseur, j'imagine que les services vous transmettent cette note, qui n'est pas une note anodine, qui est une note qui marque une alerte sur un premier dérapage des comptes publics. Est-ce que vous n'avez jamais eu connaissance de cette note? Emmanuel Moulin ne vous a jamais communiqué, évoqué. J'imagine que vous avez quand même eu des discussions quasi quotidiennes avec le directeur général du Trésor sur un point aussi stratégique. Si ce n'est pas le cas, excusez-moi de vous le dire, ça me préoccuperait peut-être encore plus sur la capacité de pilotage politique du ministre que vous êtes. Oui. Monsieur le rapporteur, je ne vais pas commenter une note dont je n'ai pas connaissance. Je ne sais pas ce à quoi vous faites référence. J'en ai pas pris connaissance, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas la commenter. Et je ne souhaite pas commenter une note, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Voilà, que les choses soient claires. Si j'en avais eu communication, nous aurions pu éventuellement discuter, mais à cette date-là, je ne l'ai pas reçue, je ne sais même pas de quoi on parle. Donc je ne préfère pas m'exprimer sur une note dont je ne connais pas le contenu. Donc, vous nous dites que les dépenses ont été parfaitement maîtrisées d'un Ondam
de 0,8 milliard d'euros en 2023 et 1,4 milliard en 2024. Donc on est assez loin de votre propos liminaire, Monsieur le ministre. C'est pour ça que, bon, j'ai entendu Éric Woerth qui était ému par mon interrogation liminaire, mais je crois qu'elle percute aussi l'explication technique. Voilà, Monsieur le ministre, je vous communiquerai, Monsieur Cazeneuve, monsieur, cette note. Voilà. Juste un point là-dessus. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, moi, je maintiens que je ne commande pas des notes dont je n'ai pas pris connaissance. Ça, c'est une règle absolue. Mais je conteste votre dernier point. Quand vous regardez l'exécution des dépenses de l'État, je redis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les textes adoptés, PLFG. Nous avons moins dépensé en 2023 que prévu. Et nous avons moins dépensé en 2024 que prévu dans le périmètre des dépenses de l'État. Donc, les dépenses de l'État, elles ont été tenues, monsieur le rapporteur. Et c'est une bonne nouvelle. Bon, monsieur le ministre, ce point étant dit, mais chacun jugera et nous vous communiquerons, monsieur le président, si monsieur le président est d'accord, bien sûr, les éléments de cette note. Ensuite, je voudrais, monsieur le ministre, que vous nous expliquiez comment fonctionnait l'articulation du pilotage de Bercy avec le ministre de l'économie. Est-ce que le ministre de l'économie avait un regard permanent sur la situation des comptes publics? Est-ce qu'il vous déléguait totalement cette responsabilité? Comment vous articuliez cette relation? Il y a une petite rumeur, mais bon, il ne faut jamais écouter les rumeurs qui laissent entendre que le ministre de l'économie regardait tout cela de très loin et que c'était vous qui avez la responsabilité. Ceci dit, c'est dans votre périmètre et dans votre délégation ministérielle, mais quasiment l'exclusivité du regard de cette situation. Merci, monsieur le rapporteur. Comme vous l'avez dit, moi, j'étais ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et je peux vous dire qu'on a travaillé toujours très étroitement ensemble, compte tenu de l'enjeu sur les finances publiques. Donc, c'était un travail, je dirais, quasi quotidien, des échanges très réguliers entre nous et entre nos équipes. Et dans une relation classique entre un ministre de plein exercice et un ministre délégué. Monsieur le ministre, une question sur la crime. Parce que dans les écarts extrêmement importants sur les recettes qui ont été, sur prévision de recettes qui ont été évoquées, il y a aussi la très mauvaise estimation de la crime. Le niveau tarifaire qui a été mis en œuvre, 500 € le mégawattheure, apparaît totalement irréel. Ce prix sur le marché de l'électricité n'a été en vigueur que quelques jours à l'été 2022. Qui a choisi ce niveau de prix? Est-ce qu'il y a eu une décision, un arbitrage politique? Si oui, à quel niveau? Est-ce que ça s'est fait à votre niveau, au niveau du ministre de l'économie, au niveau du Premier ministre? L'écart, il est de plus de 10 milliards d'euros, 12 milliards d'inscriptions, je crois 1,2 milliard de recettes réévaluées, initialement prévues à 600 millions d'euros. Comment expliquez-vous ce décalage qui est, parliez des collectivités locales tout à l'heure, qui là, pour le coup, traduit aussi une erreur de 1 à 10 n'est pas anodine. Comment l'expliquez-vous? Merci, monsieur le rapporteur. En fait, la révision, s'agissant de la crime, il y a eu des révisions successives en fait, du montant de son rendement. Et je crois que d'ailleurs, lors de l'audition du directeur général du Trésor, il a expliqué comment ils avaient bâti le montant du rendement entre la direction de la législation fiscale et la commission de régulation de l'énergie pour essayer d'apprécier en fonction des anticipations des prix de l'énergie les montants attendus. S'agissant du PLF 2024, la recette avait été réévaluée à 3,7 milliards d'euros
Et pour le PLFG, on l'avait réévalué à 2,8 milliards d'euros, compte tenu des éléments techniques transmis par les services. Et finalement, si j'en crois l'audition de Jérôme Fournel, la semaine dernière, le montant de la collecte s'est élevé à 1,7 milliard d'euros. Donc toujours en écart par rapport au PLFG, mais dans des proportions beaucoup moindres. Moi, je peux vous dire que je n'ai, pour ma part, pris aucun arbitrage politique sur le montant de la CRIM. Et cet arbitrage, à votre connaissance, a été fait à quel niveau et par qui? Pour moi, il s'agit d'une donnée d'entrée, notamment préparée par les services, mais je n'ai pour ma part participé à aucune réunion, pris aucun arbitrage sur le montant in fine retenu par la CRIM, compte tenu des hypothèses sous-jacentes au calcul de cet impôt par ailleurs nouveau et donc difficile à estimer dans son rendement. Donc, selon vous, un arbitrage purement administratif où aucun ministre n'a eu à jouer un rôle? Non, je ne dis pas ça. Je dis que pour ma part, je n'ai participé à aucune réunion, aucun arbitrage permettant d'arrêter le montant de la CRIM en fonction des hypothèses sous-jacentes. Monsieur le ministre, enfin, dernière question à ce stade. Vous avez participé à, j'imagine, à de nombreuses réunions d'arbitrage budgétaire, notamment pour bâtir le PLF de 2024. Est-ce que vous les avez faites fréquemment à l'Élysée avec le président de la République, avec le secrétaire général? À quel niveau et à quelle fréquence? Il y a eu naturellement, assez, je dirais, classiquement, quelques réunions d'arbitrage menées au niveau du président de la République, avec le Premier ministre et les équipes, le ministre de l'économie, naturellement, les équipes respectives, comme il me semble cela se passe pour les grands équilibres d'un texte important. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci. Juste avant de passer la parole à Mathieu Lefebvre, juste une petite précision. La note de l'IGF que l'on évoque depuis tout à l'heure sur la répartition 20-80, elle concerne l'année 2023 exclusivement, et pas du tout l'année 2024. Je le fais parce que dans les commentaires qu'on fait depuis tout à l'heure, on pourrait laisser supposer que c'est aussi sur l'année 2024. Mathieu Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. En essayant d'obtenir des réponses sur des questions précises, je pense qu'il est important que notre commission s'attache à aller impôt par impôt pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en vous lisant d'abord le point 6 de la note qu'évoquait le rapporteur Ciotti, qui indiquait que les prévisions présentées sont soumises à des aléas importants détaillés dans la présentation qui est jointe à la note. Monsieur le ministre, sur les grands agrégats de décalage entre la prévision et l'exécution, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a de l'ordre d'une vingtaine de milliards d'euros sur les collectivités qui se répartit en dépenses et en recettes, environ 8 milliards d'euros sur la sécurité sociale qui se répartit entre 2 milliards d'euros en dépenses et 6 milliards d'euros en recettes, l'effet de la requalification par le comptable national qu'évoquait le rapporteur Ciotti à hauteur de 0,1 point de PIB, et que le solde est lié à des baisses de recettes sur l'État. Est-ce que ces grands agrégats, vous pouvez nous confirmer qu'ils sont les bons? Monsieur le rapporteur, vous parlez de l'année 2023 ? D'accord. Oui, je confirme. D'ailleurs, c'est y compris dans les textes financiers de fin d'année, notamment le PLFG 2024 permet de comparer par rapport au PLF 2024 et de voir les écarts que vous évoquez. Entre l'effet nouvelle perte de recettes, l'effet révision de croissance, la dynamique des dépenses des collectivités territoriales, ainsi que la dépense sphère sociale. Je rajoute un point qui n'a pas été évoqué, mais pour l'année 2023, vous avez aussi un effet important d'ailleurs en termes de solde, enfin en termes de pourcentage de déficit public, c'est le changement de méthodologie retenu par l'INSEE pour apprécier le montant du déficit public qui compte pour, de mémoire, 0,13 points de PIB. Donc il y a des enjeux aussi méthodologiques dans les écarts de déficit public
constater. Mais on voit bien que grand équilibre que j'évoquais, y compris dans des auditions précédentes et dans d'autres formats, où on voit bien qu'entre 75 et 80%, c'est bien des écarts de recettes, et que le reste, c'est des dépenses en écart par rapport aux prévisions dans le champ des collectivités territoriales, en effet. Merci, monsieur le ministre. Alors, sur les impôts État, on a vu lors des précédentes auditions qu'ils étaient entourés de beaucoup d'aléas qui étaient liés aussi au comportement des ménages et des entreprises. Je pense notamment à la TVA, avec une augmentation des demandes de remboursement. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'indications sur cette évolution de la TVA, sur l'impôt sur le revenu, avec une augmentation des demandes de remboursement des crédits d'impôt, notamment des crédits d'impôt service à la personne, et puis sur l'impôt sur les sociétés, est-ce que vous partagez le constat qu'a fait la DGFiP d'une décorrélation entre l'excédent brut d'exploitation et le bénéfice fiscal? Alors, sur les points que vous mentionnez, moi je pense que c'est un peu au cœur des travaux qui doivent être menés. C'est-à-dire, faut-il revoir les modèles d'estimation de l'IS, du taux de corrélation avec l'excédent brut d'exploitation pour avoir... Même l'Institut des politiques publiques, j'ouvre une parenthèse, a publié une note récemment et montre que c'est quand même un peu le cœur du sujet, parce qu'il y a quand même un tiers de cet écart de recettes qui pèse sur l'impôt sur les sociétés. Très difficile à estimer. Je pense qu'ici même, les administrations vous ont expliqué à quel point le 5e acompte d'IS peut avoir un énorme impact sur les... Et donc moi, je crois qu'il faut, impôt par impôt, regarder sur si les sous-jacents sont toujours les bons, c'est-à-dire s'ils arrivent bien à capturer d'une certaine manière le comportement des acteurs économiques. Le président l'évoquait sur le taux d'épargne, vous l'évoquez sur l'excédent brut d'exploitation, vous l'évoquez sur les demandes de TVA qui peuvent être liées par exemple à la trésorerie, au coût de la trésorerie, en fonction des taux d'intérêt. Et mon expertise s'arrête là parce que moi, une fois que j'ai quitté mes fonctions, je dois le dire ici, je n'avais pas tous les éléments permettant d'expliquer finement pourquoi il y a eu un tel écart entre les prévisions et le réalisé. C'est pour ça que nous, on avait commandé un premier rapport de l'Inspection générale des finances pour y voir clair, un rapport entre les administrations. Et cet exercice-là n'était pas achevé quand j'ai quitté mes fonctions. Et j'estime qu'il fallait encore aller plus loin, notamment en regardant les modèles fins, pour avoir des modèles qui capturent mieux, notamment en sortie de crise, les prévisions d'impôts pour mieux piloter nos finances publiques, tout simplement. Merci beaucoup. Est-ce que, d'une manière générale, vous pourriez dire que le modèle de prévision de recettes a été perturbé et peut-être obsolète, inadapté à un monde à 5% d'inflation, dans lequel les taux d'intérêt ont décéléré assez rapidement et dans lequel on a injecté près de 250 milliards d'euros d'argent public pour faire face aux crises multiples que nous avons connues. Dans le fond, est-ce que le modèle d'avant-crise peut-il toujours tenir après-crise? Je partage ce point de vue, c'est-à-dire qu'on le voit, quand est-ce qu'on a eu des écarts négatifs aussi importants? 2008. Donc on voit bien qu'en période de crise, les modèles sont difficilement... qui sont bâtis sur le temps long, sur une forme de régularité, notamment l'élasticité à 1, c'est le temps long, mais on voit bien que quand on a des périodes de crise ou de sortie de crise, ces modèles sont pas toujours très adaptés. Comment les rendre plus adaptés à un monde avec parfois plus d'inflation, parfois plus d'incertitude aussi? On va voir comment l'incertitude pèse aujourd'hui sur le contenu et la croissance. Je pense que c'est tout le travail qui doit être mené pour avoir cette plus grande robustesse. Mais ma conviction, en effet, sur la base des éléments dont je dispose, c'est que manifestement, les modèles ont du mal à bien prévoir en sortie de crise, avec des grands indicateurs macroéconomiques qui ne sont pas, je dirais, dans la norme observée ces 30 dernières années. Voilà. Il n'y a pas seulement des institutions, mais il y a aussi pas mal de députés ici présents qui estimaient que les chiffres ne correspondaient pas, n'étaient pas plausibles, n'étaient pas crédibles en gros. Et on était plusieurs à le souligner. Bon. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on ne peut pas aussi supposer, ou en tout cas est-ce que vous concevez que la question peut vous être posée, qu'à ce moment-là, dans les chiffres qui ont été mis, il s'agissait plus de rendre présentable
un budget, y compris des estimations budgétaires pour les années à venir, notamment par rapport à Bruxelles, parce que c'est aussi une des questions que d'établir quelque chose auquel, en réalité, à ce moment-là, vous aviez suffisamment de probabilités pour les estimer exactes. Autrement dit, quand vous les sortez, quelles sont vos interrogations sur les chiffres que vous mettez sur la table? Est-ce que c'est juste de la naïveté ou est-ce que c'est aussi une estimation politique pour la suite et de rendre plus présentable votre budget? Non, ça je l'ai dit. Autant, Monsieur le Président, je vous ai dit, quand vous avez des éléments techniques, vous avez des éléments techniques, et j'essaie de vous les présenter. Autant sur les efforts partagés, la contribution des collectivités territoriales. Pas que des collectivités. Oui, mais je reviens sur. Les chiffres étaient contestés. Non, mais je reviens sur, parce que vous faites référence, votre accroche à l'article 23 de la LPFP, mécanisme de coercition entre guillemets des collectivités. Mais je trouve que c'est un bon exemple sur les collectivités. Vous dites, bah, on est très loin de l'estimation, mais ça, c'était un choix politique de dire, il faut des efforts partagés, et c'est une manière de faire contribuer de manière mesurée les collectivités en leur demandant de ralentir la croissance de la dépense. Je le dis. Donc ça, c'est un choix politique d'une certaine manière, et je pense assumer en disant voilà, et on pense que c'est le bon chemin, et donc moi j'assume que dans cette hypothèse-là, c'est très différent d'un sous-jacent, d'un impôt et d'un montant de recettes qui là obéit à des approches très techniques. Là, il y a une dimension politique évidente qui, pour moi, venait s'inscrire dans une ligne qu'on a défendue, j'ai défendue, des efforts partagés auxquels les collectivités ne pouvaient pas s'abstraire. Oui, mais une PFP, ce n'est pas seulement un côté volontariste d'efforts partagés, c'est aussi des estimations sur les effets de votre politique. Et dans ces cas-là, ce qui avait été mis sur la table, et je parle bien pas seulement des collectivités, en termes de croissance, en termes de déficit, et c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle n'a pas été adoptée, ce n'était pas seulement l'article 23, elles étaient largement contestées. Donc à l'époque, vous pensez réellement que c'est quelque chose qui était tenable et imaginable? Sur la croissance, je crois que c'était une prérogative pleine et entière du ministre de l'économie, qu'il assume lui-même, qu'il y a une part de dimension politique dans le choix d'une hypothèse de croissance, aussi de volontarisme. D'accord. Vous l'entendez, il y a beaucoup de moments de tension lors de cette audition de Thomas Cazenave à l'Assemblée nationale devant la Commission des finances, l'ex-ministre chargé des comptes publics qui ne répond pas à toutes les questions en justifiant par exemple qu'il n'était pas le destinataire des documents invoqués par la représentation nationale ou alors qu'il n'était même pas encore ministre à ce moment-là. Place tout de suite aux questions sur tous les bancs, elles sont très nombreuses. À tout à l'heure. Jean-Philippe Tanguy pour l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Écoutez, Monsieur le Président, déjà à titre préliminaire, je voudrais quand même rappeler que le Rassemblement national avait alerté sur les limites posées par l'intitulé de notre commission. Bon, je reprends ce que j'avais dit. J'avais dit toute restriction de l'objet de la commission permettrait aux personnes auditionnées de ne pas répondre et d'une prétendre qu'une partie de la vérité relève d'autres sujets. Bon, donc je pense qu'on est exactement dedans. L'audition du ministre l'a prouvé et je le regrette. Et ça prouve la mauvaise foi de ceux qui prétendent vouloir prouver la vérité ici, qui sont en fait là uniquement pour saboter la commission sur leur propre bilan, ce que je comprends, parce que c'est tout ce qui leur reste, puisque plus la vérité apparaît, plus le bilan est désastreux. Première question, Monsieur le Ministre, moi je n'ai pas compris tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Vraiment, je m'interroge sur ma capacité à comprendre le français désormais. Alors, il y a 64 milliards de dérapages sur 2 ans par rapport aux prévisions budgétaires. Donc pour vous, la seule raison de ces écarts, c'est donc pour les 3/4 un problème de modèle technique, donc technique, puisque c'est le mot précieux auquel vous vous rattachez, et le dernier quart, c'est le problème de prévision sur les collectivités territoriales. C'est la seule raison, sous serment devant 40 millions de contribuables au moins, c'est un problème technique. 64 milliards de dérapage budgétaire. C'est la question ? Oui, oui. Merci, monsieur le député. Moi, il n'y a aucune... je ne sais pas si ça s'adressait à moi. Personne ne veut saboter le travail de la commission d'enquête. Je suis venu avec les notes. J'ai essayé d'être extrêmement précis. Vous me dites que vous n'avez pas compris, mais je ne sais pas si vous étiez là au moment de propos introductif. Moi, j'ai essayé de... Oui, très bien, mais je vous pose la question. Vous voyez, je ne fais pas de procès d'intention. Je dis juste, j'ai essayé d'être très, très précis. Et la réalité des chiffres, monsieur le député, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que vous avez un écart de recettes qui pèse entre 3/4 et 80%
de l'écart déficit public, le reste étant des dépenses des collectivités territoriales supérieures à ce qui était estimé, et par contre des dépenses de l'État qui, elles, ont été maintenues et même inférieures aux prévisions. C'est le cadre, c'est les chiffres, et c'est la réalité. J'essaie de vous décrire la réalité du point de vue des comptes publics la plus précise possible et qui explique pourquoi on a assisté à ce dérapage du déficit. Ah non, mais moi, ça me va très bien comme réponse. Et la question, attendez, excusez-moi, la question, c'était sur les causes. Ce qui vous était posé, c'est est-ce que pour vous, c'est des causes techniques, comme vous l'avez dit? Il faudra quand même qu'on se pose un jour la question, qu'est-ce que c'est technique? J'essaie de vous expliquer comment ça fonctionne, voilà, et comment on constate. Je dis juste qu'à 3 reprises, il a fallu réestimer les recettes et que les services ont réestimé les recettes à 3 reprises. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de technique ou pas, j'essaie de vous décrire la réalité telle qu'elle est, telle que nous l'avons vécue. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a une forme de frustration dans les éléments que j'avance en disant que vous attendriez autre chose. Ah non, mais moi, il n'y a aucune frustration. Si vous voulez juste que ce soit très clair pour les Françaises et les Français qui sont peut-être plus nombreux que certains croient à regarder nos échanges, que pour l'ancien ministre des Comptes publics, le fait qu'il y ait un dérapage sur 2 ans de 64 milliards du déficit, c'est uniquement une cause technique. Moi c'est tout. Je veux que ce soit très clair, parce que comme vous êtes très précis sur vos réponses, que j'ai attentivement suivies grâce aux nouvelles technologies et Internet, je peux vous dire, c'est très intéressant, voilà, que ce soit vraiment, si vous voulez, j'allais dire voilà, le statement, quoi, voilà, la déclaration officielle du ministre Cazenave, c'est vraiment 64 milliards de déficit, de dérapage de déficit, c'est uniquement technique. Moi, ça m'intéresse beaucoup, je vous rassure. Hein. Je ne suis pas frustré du tout. Mais c'est l'auditionné qui répond. Je vais répondre. Voilà, la réalité, c'est celle que je vous décris, avec des estimations de recettes qui ont des erreurs de prévision. Je le dis, Monsieur Tanguy, qu'on a hélas déjà connu à la hausse les années précédentes, à la hausse, c'est-à-dire des très bonnes nouvelles, et à la baisse dans des périodes de crise comme en 2008, que d'autres pays ont rencontré ces problèmes d'estimation de recettes en sortie de crise. On a évoqué les États-Unis, on a évoqué l'Allemagne, mais que pour les Françaises et les Français qui nous regardent, ce que nous pouvions parfaitement maîtriser, les dépenses de l'État, nous l'avons maîtrisé. C'est-à-dire les dépenses de l'État, elles ont été pilotées et elles sont inférieures à ce que nous avions prévu. Pour le reste, en effet, après la crise de l'énergie, la crise de l'inflation, la crise du quoi qu'il en coûte, les prévisions de recettes, elles ont été fragiles et il y a eu des écarts très importants que je regrette aussi. Enfin, j'ai pas, je pense l'avoir dit je considère que c'est un vrai sujet et je suis très heureux que la représentation nationale s'en saisisse, que les services de Bercy travaillent à l'amélioration de ces estimations. Parce qu'il faut mieux piloter nos finances publiques. Je suis d'accord avec ça. Mais il n'y a pas d'autre explication que celle que je vous ai avancée. Donc si c'est un problème technique, pourquoi les techniciens n'ont pas été licenciés, au moins suspendus, ou s'il n'y a pas des enquêtes disciplinaires sur le fait qu'un modèle technique dérape de 64 milliards d'euros? Mais Monsieur Tanguy, quand c'est arrivé, quelle a été notre première réaction? D'abord des mesures d'urgence de freinage de la dépense de l'État. Mais j'arrive à votre réponse. Et on a saisi l'inspection générale des finances pour avoir un audit indépendant sur, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce rapport, il a été rendu public en juillet. Il fait des recommandations pour améliorer les prévisions. Il dit quand même une chose importante aussi vis-à-vis des services de Bercy, qu'à 80%, ce n'était pas anticipable. Mais attendez, vous me demandez, voilà un service indépendant qui a regardé. Mais oui, non, mais je comprends bien, Monsieur Tanguy, en fait, les explications ne vous conviennent jamais. Alors, proposez-nous une explication alternative, j'essaie de vous la donner dans la plus grande transparence. Quand vous demandez à l'inspection des finances, à 80%, ce n'était pas anticipable. On voit que ça nous est déjà arrivé par le passé parce que nos modèles sont construits sur le temps long, ce que l'on peut comprendre. On peut comprendre qu'un certain nombre d'indicateurs étaient percutés d'une certaine manière par le contexte dans lequel on était. Très forte inflation d'une part et très fort ralentissement désinflationniste, j'allais dire, d'autre part. Bon, voilà, c'est ça l'explication. Je ne peux pas vous en donner une autre. J'essaie de vous donner des faits, tous les faits dont je dispose, pour éclairer la représentation nationale et alimenter, j'espère, demain des propositions pour améliorer le pilotage des finances publiques. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, mais à aucun moment le rapport de l'IGF parle de mauvaise anticipation. À aucun moment
il explique que ce n'était pas anticipable. Là, c'est vous qui faites une extrapolation de ce qu'est le rapport. Il n'y a pas un instant où c'est indiqué. Donc je vous renvoie à ça. Bah oui, mais c'est la réalité. Il parle de mauvaise anticipation. Alors, c'est bien de faire les réponses le plus vite. Le rapport parle de mauvaise anticipation. Il n'y a pas un moment où il explique que ces mauvaises anticipations n'étaient pas anticipables. Ça fait 2 fois que vous le dites, donc je préfère quand même redire ce qu'il y a dans le rapport. Et je rappelle que ce rapport concerne 2023. Alors, je me permets de répondre à votre interpellation. Je vous renvoie peut-être d'abord à la synthèse, avant de rentrer dans le détail du rapport. La mission a décomposé l'écart de prévision selon 2 types de facteurs, les facteurs dits externes et les facteurs internes. Modèle utilisé, hypothèse plus ou moins favorable. Ces derniers, les facteurs internes, constituent la part évitable de l'écart de prévision. Là, on peut dire une forme de responsabilité en disant qu'il fallait peut-être améliorer. C'est que 20% de cet écart. Donc, je constate que les facteurs externes, ils sont indépendants. Ils sont extérieurs à nos modèles et à nos prévisions. Voilà. Donc, c'est quand même, je pense, une précision très claire. Et je ne pense pas dire quelque chose de différent de ce que je viens de dire jusqu'à présent, Monsieur le Président. C'est une précision, mais vous extrapolez le fait que ce rapport expliquerait que ce n'était pas anticipable. Ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce que je dis. Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Un propos préalable, Monsieur le Président. Vous reprochez au ministre d'avoir communiqué sur les 16 milliards de déficit 2024 des collectivités territoriales. C'est quand même assez surprenant, puisque, au contraire, vous passez votre temps à suspecter les ministres de ne pas communiquer les informations qu'ils ont. Et par définition, toutes les informations qu'ils ont à partir du mois de février, ce sont des projections sur 2024. Ben, c'est une projection d'écart pour 2024, c'est une projection de déficit pour 2024, évidemment. Donc, ils communiquent, et je les en remercie d'avoir communiqué, et comme l'a précisé le ministre, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport au niveau de dépenses des collectivités territoriales. Peut-être qu'effectivement, en période de crise, il y a de bonnes raisons pour lesquelles ils ont dépensé. Peut-être. Mais la réalité, c'est qu'il y a un écart significatif en ce qui était prévu et ce qui a été constaté. J'ai 3 questions rapides. La première, c'est sur l'impôt sur le revenu. Les projections sont... Les déclarations étant faites au mois de mai, les projections, à mon avis, ne doivent plus bouger à partir de, je ne sais pas, juin, juillet, ce qui n'est pas le cas de l'IS, puisque l'IS, jusqu'à la fin de l'année, il y a une incertitude. Sur l'IR, il n'y en a pas. Est-ce que vous pourriez me confirmer ça à partir de milieu d'année ? On reçoit, Monsieur Despiez, on reçoit des estimations par impôt sur les campagnes qui sont conduites, et on a reçu un certain nombre de notes début octobre qui portent également sur l'impôt sur le revenu, avec aussi entouré d'un certain nombre d'incertitudes en fonction de la manière dont les campagnes sont menées. Et je vous renvoie aux notes de tout début octobre sur notamment l'impôt sur le revenu et ses recettes. Je suis très étonnée de la pratique ici, dans cette commission d'enquête. Il y a une forme d'agressivité, de mépris. Enfin, je déplore vraiment l'ambiance de cette commission d'enquête. On pourrait travailler sereinement et sérieusement sans pour autant avoir sans cesse des rappels de ce type-là. Ceci étant dit, il y a 2 éléments. J'aurai 3 questions. Le premier élément, c'est l'inspection générale des finances, et je tiens à le repréciser, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, a parlé de 80% des écarts qui étaient non pilotables et externes. Effectivement, 80%, ça c'est l'inspection générale des finances qui l'a précisé. La réalité aujourd'hui, par rapport à cet élément, on a effectivement un problème d'estimation des recettes. Majoritairement, c'est une estimation des recettes. Vous avez essayé d'esquisser tout à l'heure dans votre propos 2 pistes. D'une part, par rapport à la TVA, comment on peut mieux apprécier les rentrées mensuelles pour avoir quelque chose qui soit plus constant et plus précis en matière de TVA. Et d'autre part, l'excédent brut d'exploitation par rapport à l'IS. Je crois que c'est un sujet. Le 5e acompte d'IS ne doit pas être quelque chose d'inconnu au moment où il arrive. Donc, comment on peut s'attacher à ces prévisions ? Je pense que notamment sur l'IS, c'est quand même le point de fragilité. On voit bien que, alors c'est pas nouveau, hein, ça a toujours été très difficile de prévoir l'IS. Sur le 5e acompte, je crois qu'il y a eu des hypothèses. Je crois que c'est le Sénat qui est proposé de neutraliser le 5e acompte. Mais d'un autre côté, il faut être sincère, donc pouvoir apprécier l'intégralité des recettes.
peut-être faut-il avoir des contacts, organiser des contacts avec entre l'administration et j'allais dire les grands contribuables au titre du 5e acompte pour mieux estimer l'arrivée du 5e acompte. Donc il y a quand même tout un travail, mais pour moi qui n'est pas achevé, enfin dans les informations dont je dispose. Peut-être qu'ils ont avancé depuis à Bercy pour mieux calibrer notamment ces deux impôts. Mais je pense que le travail est encore devant nous. Voilà. Et il est fondamental si on veut avoir un meilleur pilotage de nos recettes. Monsieur le ministre, quand dans une loi de finances de l'année précédente, il y a 55 milliards et qu'on vous balance 72 milliards à la loi de finances supplémentaire, c'est vous qui assumez. Parce que sinon, qu'est-ce que va dire le peuple français, monsieur le ministre, monsieur l'ancien ministre? Eh bien, ils ne servent à rien. Et alors que c'est la responsabilité du ministre d'assumer tout. C'est pas facile tous les jours. Et de ne pas se dire, c'est pas de ma faute, c'est la faute des services. Non, c'est la responsabilité des ministres. Et quand vous n'êtes pas inquiété en disant, vous me proposez 17 milliards de plus sur l'IS, alors que les résultats des entreprises n'ont pas du tout explosé en 2024. Attendez, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, moi j'assume ma responsabilité, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand vous avez des propositions convergentes de toutes les administrations de Bercy, direction du budget, direction générale des finances publiques, direction du Trésor, avec leurs propres compétences, non, et vous dites, non mais vous avez raison, moi je connais tout sur tout. Vous êtes très fort. Dire sur l'IS, je pense que ça va se comporter comme sur l'IR, ça va se comporter comme sur les cotisations, sur la crime, ça serait une confusion complète des responsabilités. Nous devons prendre les arbitrages politiques. Ce que nous leur avons demandé, c'est que dans le cadre du programme de stabilité, nous rebasions complètement notre trajectoire, que nous ayons intégré tous les aléas, considérant qu'on avait eu, et on l'a assumé, un gros problème d'estimation des recettes. Le problème, monsieur le rapporteur général, c'est que ce problème d'estimation des recettes s'est reproduit après. Puisque quand le 11 septembre, dans la note, on dit qu'il faut encore enlever 10 milliards d'euros de recettes, ça, c'est vrai que c'est problématique. Comment un ministre a pu, et c'est lui qui assume politiquement, mettre une recette de 72 milliards, alors que l'année précédente, on était à 55, sans interroger les services, en disant « mais c'est pas possible vos estimations, vous vous trompez ». Alors, oui, parce que moi j'ai interrogé la direction du Trésor, comment ils expliquent ? Alors on nous dit, on n'avait pas vu qu'il y avait des reports déficitaires d'EDF. OK. Bon. Et qu'il y avait la CGM. Non, mais je vous donne les explications. Je les ai par écrit en tant que rapporteur général, pas dans le cadre de cette commission d'enquête. Voyez. Je dis, c'est pas possible que des ministres, parce que vous êtes en train de tuer la démocratie par votre comportement. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que pense le peuple français? Mais qu'est-ce que pense... Mais, monsieur le rapporteur, c'est pas vous que j'interroge. Deux petites secondes. Alors attendez. C'est inacceptable, votre comportement, monsieur le rapporteur. Charles de Courson. Deux petites secondes. Charles, là vous parlez sans micro, ça sert à rien. Oui. Alors attendez, on va revenir calmement. Oui, je vais répondre. Oui, mais juste une chose. Est-ce que vous pouvez... Attendez. Non, mais c'est bon, je vais répondre là. Oui, mais c'est moi qui décide. Ouais, Non, mais... Non, vous n'allez pas y aller. Est-ce que vous pouvez repréciser... Excusez-moi, Charles de Courson. Est-ce que vous pouvez juste repréciser votre question en fonction de ce que vous ont dit les services, parce que c'est là-dessus que monsieur le ministre peut vous répondre précisément, et non pas sur des... Je dis, comment est-ce qu'on a pu mettre dans la loi de finances initiale pour 2024 un produit de l'IS de 72 milliards alors qu'on avait fait 57, je crois, 57 milliards l'année précédente, sans poser la question, que les ministres posent la question au service, mais c'est pas possible. Une augmentation d'un tiers. Mais on ne savait pas que toutes les entreprises françaises étaient devenues brutalement florissantes. Et sur la TVA, on a le suivi annuel, mensuel, je veux dire. Vous les avez, les remontées. Et même l'IS à travers maintenant le prélèvement à la source. Donc on voit que ça décrochait complètement. Merci. Ça sera la dernière question, allez-y. Oui, je vais reprendre le temps qu'il faut. Il y a une confusion des dates. Quand est-ce qu'a été préparé le PLF 2024 ? Bien avant le trou sur les recettes de fin 2023. C'est tout le problème, Charles de Courson. Non, mais attendez, arrêtez de me dire non, je vous ai entendu. Je vous ai entendu. Le PLF 2024 a été fait avant la chute des recettes observées en 2023, qui a un impact 2024. Donc vous, c'est bien beau, a posteriori, vous expliquez comment vous avez pu faire ça. Il se trouve qu'au moment du PLF 2024, nous n'avions pas le trou
de 2023. Et quand on l'a su, je vais me répéter, le 7 décembre, nous ne pouvions plus corriger le projet de loi de finances. Et quand vous osez, monsieur le rapporteur général, m'expliquer en fin d'audition, en commission d'enquête, que je tue la démocratie, je peux vous dire... Non, arrêtez de dire j'assume pas, je suis devant vous, j'assume mes responsabilités, je donne les explications. Je sais, j'ai compris, il y en a un certain nombre d'entre vous, ça ne vous va pas l'explication. C'est la même, donnée par tous, parce que la réalité est une. Et certains voudraient une autre. Il y a M. Tanguy qui a commencé à esquisser une forme de vérité alternative. Il y voit maintenant une théorie du complot, avec des... Bon, très bien, je laisse assez errement. Mais la situation dans laquelle vous expliqueriez que finalement, des ministres dans leur bureau, gentiment, disent écoutez, ils nous ont mis 110 sur l'IS, moi, ça sera 120 là. Sur l'IR, c'est un travail en fait, de professionnels. De plusieurs... Oui, mais vous pouvez rire, ils apprécieront, Monsieur Tanguy, mais non, mais je réponds, on est au cœur du sujet. C'est un travail de professionnels, de longue date, qui mêle des données microéconomiques avec la DGFiP, des cadrages macro avec la Direction Générale du Trésor, la Direction du Budget. Et vous voudriez que nous, du haut de notre expertise, parce que bien sûr, on connaît tout par cœur, on va... Mais oui, mais vous confondez tout, vous êtes à la tête d'une administration, vous n'êtes pas à la place de toute l'administration. Vous n'êtes pas un ministre omniscient qui fait tout de A à Z. Et alors après, on pourrait vous accuser d'avoir maquillé les chiffres, d'avoir trompé. Moi, je préfère avoir des propositions convergentes des services, sur lesquelles on peut leur demander des explications. Quand on a eu cet écart, bien sûr qu'on leur a demandé des explications. C'est pour ça qu'on a lancé le rapport de l'inspection des finances. Mais, monsieur de Courson, au moment où vous m'accusez de mettre à mal la démocratie, vous oubliez que le PLF 2024, il a été déposé avant la chute des recettes. Et voilà pour l'essentiel de cette audition de Thomas Cazenave devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Vous pouvez bien sûr la retrouver dans son intégralité sur lcp.fr, mais aussi sur YouTube. On se retrouve très vite pour d'autres moments parlementaires. Très bonne fête à vous. Ciao, ciao.